Les leçons d'histoire de Napoléonica. Nous retrouvons Thierry Lenz, directeur général de la Fondation Napoléon. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices des podcasts de Napoléonica. Nous parlons aujourd'hui de la géopolitique de l'Europe à l'époque de Napoléon, ou comment et pourquoi l'Europe s'est-elle retrouvée en guerre pendant 27 ans, de 1792 à 1815. Pour affirmer, et parfois pour stigmatiser la singularité de l'épisode napoléonien, on a souvent voulu réduire l'histoire européenne de cette époque aux seules guerres et conquêtes de l'Empire français, tout en recherchant, à longueur d'études, quels avaient bien pu être les buts de Napoléon. Essayons aujourd'hui de dépasser ce cadre restreint et d'élargir notre réflexion à l'environnement philosophique, historique et diplomatique de l'époque. Il nous faudra pour cela faire relativement silence, sans les méconnaître, sur les objectifs que poursuivait Napoléon lui-même. L'exercice de les énumérer est de toute façon périlleux car l'intéressé fut toujours imprécis sur ce point dans ses professions de foi officielles. Il utilisait souvent l'expression « système fédératif », mais sans jamais vraiment préciser ce qu'il entendait par là. Si l'on peut affirmer qu'il ne cherchait pas l'empire universel, il était trop réaliste pour cela, s'il ne cherchait pas non plus la destruction totale de ses adversaires, on est, il est vrai, en peine de préciser ses buts de guerre. Revendiquant toujours sa soumission à ce qu'il appelait la dictature de l'événement, il ne voulut jamais s'enfermer dans une doctrine rigide. Il se contentait de quelques principes simples, souvent inspirés par la politique traditionnelle de la France au XVIIIe siècle, telle l'anglophobie, ou la volonté de simplifier les cartes de l'Allemagne ou de l'Italie. Ajoutons-y l'objectif de prépondérance de la France en Europe, caressé au bas mot depuis François Ier au début du XVIe siècle, et porté à son premier paroxysme par Louis XIV à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Au-delà, Napoléon ne sut ou ne voulut pas fixer fermement ses projets, son pragmatisme finissant par être un handicap dans un contexte international qui a toujours besoin de repères. Il fut incapable d'approfondir ses alliances et, pis, en changea souvent. Il ne respecta pas toujours les traités qu'il avait signés. Il fut ambigu sur le problème des nations, qu'elles soient polonaises, allemandes ou italiennes. Il brouilla les cartes avec l'instauration de royaumes au profit de sa famille, combinaison de la réforme et de l'innovation avec la subordination et l'exploitation, comme l'a écrit l'historien américain Alexander Grab. Il ne précisa pas les buts suprêmes de la France, ni surtout l'objectif ultime du système fédératif. Napoléon donna ainsi l'impression que la domination impériale était synonyme d'exploitation des conquêtes, alors même que, d'un autre côté, elle imposait au continent entier de profondes réformes politiques et sociales. Cette imprécision ne fit qu'augmenter l'inquiétude des puissances et faciliter la tâche de la diplomatie britannique dans la construction des coalitions successives. La personnalité et les idées de Napoléon ne nous dispensent pas de tenir compte des éléments de géopolitique et de l'étude des traditions diplomatiques européennes. Ces traditions diplomatiques paraissaient fondées sur la notion d'équilibre entre les puissances, principe inscrit dans le traité d'Utrecht de 1713 et considéré comme fondamental après la guerre de 7 ans en 1763. Cette règle fut balayée par la Révolution et l'Empire français, redonnant vie aux vieux démons de toutes les puissances continentales, avec d'autant plus de facilité qu'ils n'avaient jamais vraiment été abandonnés. Et si l'on accepte la formule attribuée au grand théoricien allemand Karl von Clausewitz, selon laquelle la guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens, il faut se pencher sur les facteurs diplomatiques
et mettre de côté ce qui est purement idéologique. L'Europe ne fut pas simplement divisée en deux camps pendant les 27 ans des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Si tel avait été le cas, une coalition générale aurait été formée bien avant 1813. Or, pendant plusieurs années, au contraire, les vieilles monarchies se satisfirent des avancées françaises lorsqu'elles soutenaient leurs intérêts. S'il y eut bien des résistances, celles-ci furent précédées ou même concomitantes à des collaborations qui n'étaient pas fortuites. De 1800 à 1814, tout ne s'est donc pas résumé en Europe à être pour ou contre Napoléon. Que l'empereur des Français ait occupé un espace politique important et que ses actions aient été le moteur principal du concert européen pendant 15 ans ne doit pas dispenser de prendre en compte les autres éléments du puzzle des relations entre États. Les facteurs géopolitiques, historiques ou économiques propres à chaque acteur n'ont pas cessé d'interagir et de créer leur propre zone de frottement dans une tectonique globale qui ne fut que progressivement dominée par les ambitions impériales. Première remarque donc, l'idéologie ne fut pas la cause unique des conflits révolutionnaires et impériaux. Les rapports, rivalités et conflits ont toujours été justifiés par des causes entremêlées. Il n'y a donc aucune raison historique, politique ou événementielle que l'époque de Napoléon y ait échappé. Ne considérer comme cause des guerres que la résistance des aristocraties aux idées nouvelles ou celle des nations aux ambitions hégémoniques françaises ne suffit pas à rendre compte des affaires européennes pendant les années 1800-1815. Si tel était le cas, l'épisode se réduirait à un accident de l'histoire au cours duquel les autres différends auraient été mis entre parenthèses, comme si le monde s'était arrêté de tourner pour que toutes les forces puissent se concentrer sur ce combat titanesque. Or, même si la Révolution et l'Empire ont influencé les affaires internationales, le facteur idéologique n'est pas le seul à avoir conduit à ces évolutions. Si l'on applique à la diplomatie l'opinion de l'historien René Raymond, qui estimait que l'histoire est l'apprentissage de la complexité, ramener le phénomène à un combat entre des idéologies apparaît insuffisant. Le refus des principes révolutionnaires ou le désir de chasser l'ogre Napoléon de la scène ont bien sûr joué un rôle, mais ces facteurs furent confortés et même souvent supplantés par des données anciennes, voire permanentes. Longtemps, les historiens n'ont pas pu ou pas voulu échapper à la simplification. Les anti- et les pro-Napoléon se sont affrontés sur le terrain stérile de la monocausalité idéologique. C'est ainsi que, de même qu'en France, une école a autoritairement classé l'Empire dans la catégorie des dictatures militaires afin de rehausser le prestige de la Révolution, tout un pan de l'historiographie d'influence anglo-saxonne a soutenu l'idée qu'une Angleterre éprise de libéralisme et baignée d'un précoce régime représentatif, ce que le parlementarisme anglais d'alors n'était sûrement pas, se serait levée contre Napoléon pour éviter au continent de tomber sous le joug d'un tyran qui entendait la servir. La victoire de l'Angleterre fut pour eux celle du bien contre le mal, vision manichéiste qui nie jusqu'à la complexité du monde et de son histoire. Comme explication de l'histoire et comme moteur des historiens, l'idéologie ne doit pas faire oublier que la politique extérieure ne se fait pas, ou très peu, avec de bons sentiments et de beaux principes. Elle est aussi affaire d'ambition et de rapport de force. La Révolution elle-même n'aurait pas signé tant de traités avec les rois si elle avait persisté dans sa guerre de propagande au lieu de redéployer ses efforts vers la guerre de conquête. Dans la même veine, mais en sens inverse, Londres n'aurait pas signé la paix d'Amiens avec la France en 1802. Le tsar aurait refusé l'alliance de Tilsit en 1807. L'Autriche n'aurait pas donné une de ses filles en mariage à Napoléon et n'aurait pas tenté jusqu'aux derniers épisodes de la campagne de France de 1814 de sauver sa dynastie. Quant à Napoléon, s'il avait été seulement un adepte des idées extérieures originelles de la Révolution, il aurait établi la magnanime philosophie du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et se serait contenté des frontières naturelles.
On pourrait ainsi trouver 1000 exemples de l'insuffisance de l'explication purement idéologique des conflits des années 1792-1815. Sans être totalement exclue, elle doit trouver sa place dans un ensemble plus complexe tenant compte de la géopolitique, de l'histoire et de l'économie. Que les puissances ennemies de la France aient parfois utilisé l'argumentation anti-révolutionnaire ou se soient abritées derrière le prétexte d'une lutte contre un oppresseur ne change pas grand-chose à l'affaire des relations entre États. De même, on ne croira pas plus Napoléon, qui déclara avoir voulu fédérer les peuples et seulement répandre les principes de la Révolution. Après avoir réduit l'importance des seules causes idéologiques, passons à la géopolitique. Action de la géographie physique et humaine sur la politique, la géopolitique est en effet indispensable à la compréhension des relations entre États et à l'histoire des conflits. C'est aussi vrai en Europe qu'ailleurs, et à l'époque napoléonienne qu'à d'autres époques. La géopolitique explique en partie pourquoi les ambitions stratégiques des puissances ne se modifient que lentement. Les dirigeants porteurs de ces ambitions créées par l'histoire, mais aussi par les fleuves, les mers, les montagnes, les peuplements, les religions et autres, ne font qu'adapter leurs tactiques sans que soient remis en cause en profondeur les grands projets, les alliances et conflits anciens, les objectifs des uns et les craintes des autres. On y décèle des permanences au fil des décennies, voire des siècles. De 1800 à 1815, les États enclavés le restèrent. Les îles continuèrent à être au milieu de la mer. Le rêve d'un territoire parfait continua à être caressé par les monarques, leur convoitise sur les ressources naturelles ou le contrôle des grandes voies de communication et de commerce perdurèrent. Pourquoi l'insularité de la Grande-Bretagne aurait-elle été gommée comme par miracle pendant 15 ans, alors qu'elle avait toujours déterminé les principes et méthodes de la diplomatie britannique ? Pourquoi l'hésitation traditionnelle de la France entre la mer et la terre aurait-elle été subitement résolue en faveur de la terre après la défaite de sa flotte à Trafalgar en 1805 ? Pourquoi cette même puissance, la France, aurait-elle revendiqué des frontières naturelles des Alpes, du Rhin et des Pyrénées si ses gouvernants n'avaient pas jugé pertinent l'appel à la géographie physique pour justifier la réunion des peuples belges ou rhénans au sein de la même entité ? Pourquoi les espaces polonais, presque sans obstacle naturel, auraient-ils soudain cessé d'être des terrains de friction entre la Russie, la Prusse et l'Autriche ? Pourquoi les Habsbourg auraient-ils continué à rêver à l'annexion de la Bavière, qu'ils estimaient la continuité géographique de leur possession ? Pourquoi l'Espagne, isolée au bout de l'Europe, aurait-elle cessé d'être dépendante de son grand voisin du Nord et n'aurait-elle pas tenté de trouver son salut dans une politique complexe, dont le double jeu ne fut qu'une conséquence et non la nature, afin de pouvoir garder le contact avec ses colonies d'outre-mer ? Pourquoi les frontières les plus sûres entre l'Occident européen et l'Empire ottoman auraient-elles cessé d'être les montagnes d'une vaste zone balkanique ? Plus généralement, pourquoi les fleuves et les routes tracées depuis des siècles, ou les ports établis 1000 ans plus tôt, n'auraient-ils pas gardé leur importance commerciale et stratégique ? La géographie physique ne cessa pas d'influencer la politique parce que la Révolution, puis Napoléon, étaient passés par là. Il en va de même pour la géographie humaine dans son sens le plus large. S'ils furent un choc dans l'histoire européenne, la Révolution et l'Empire ne constituèrent pas une rupture immédiate de cycles commencés des décennies, voire des siècles plus tôt. Les grands équilibres ou déséquilibres restaient les mêmes. La France et la Russie étaient les pays les plus peuplés. L'Autriche regroupait plusieurs nations éclatées en périphérie d'un centre de gravité danubien. L'espace germanique s'éveillait lentement à une forme de conscience nationale, alors même qu'il était divisé en plusieurs dizaines d'entités étatiques. De même, rares demeuraient ceux qui, en Italie, voulaient une union entre le Nord et le Sud. N'oublions pas non plus l'importance du facteur économique.
Que les guerres napoléoniennes aient été aussi des guerres économiques ne fait guère de doute. Le blocus continental fut décrété en novembre 1806 par Napoléon pour interdire tout commerce avec l'Angleterre. Les deux puissances se combattaient aussi pour des motifs commerciaux. Leur rivalité continentale ne pouvait être ni territoriale, ils n'avaient pas de différends frontaliers, ni idéologique, les Britanniques n'y ont jamais vu un motif suffisant de guerre. La rivalité économique avait ainsi une importance primordiale. La France et l'Angleterre n'étaient pas les seuls à tenir le plus grand compte des facteurs économiques. Si le libre-échange avait semblé gagner du terrain dans les années 1780, il masquait mal les efforts des uns et des autres pour renforcer leur capacité navale et leur implantation coloniale. Avant d'être l'affrontement de la mer contre la terre, le conflit franco-britannique fut un affrontement de la mer contre la mer. L'entrée en guerre de l'Angleterre en 1793 fut davantage motivée par l'occupation ou les menaces sur des ports comme Anvers ou Amsterdam que par la Révolution et la mort du roi. Pour éviter la domination du marché européen par les productions françaises, Londres dut s'impliquer de plus en plus directement dans les affaires du continent, non pour le dominer, mais pour empêcher la domination d'une seule puissance. C'était une question de survie pour un pays faiblement peuplé, ayant fondé sa richesse sur les échanges et l'industrie de transformation. De son côté, pour garantir des débouchés à ses produits malgré sa faiblesse maritime, la France fut contrainte de tenter l'hégémonie politique européenne afin d'une part d'exclure son principal concurrent et d'autre part de placer les économies de ses alliés sous la dépendance de ses producteurs et de ses marchands. L'histoire européenne des années napoléoniennes ne peut non plus s'appréhender sans tenir compte des traditions et de l'histoire des alliances. On assista certes à des renversements, mais il subsista toujours une tendance des monarques et de leur entourage à en appeler aux exemples du passé. Napoléon n'abordait jamais un problème international sans avoir demandé au service du ministère des Relations extérieures de lui exposer l'histoire de la question, en remontant parfois de plusieurs siècles. Les alliances européennes connaissaient certaines constantes. L'Angleterre se sentait proche, pour des raisons portuaires et bancaires, des Provinces-Unies. Elle conservait jalousement des accords séculaires avec le Portugal. La Russie voyait en l'Autriche un allié d'intérêt en Pologne et plus au sud face à l'Empire ottoman. La Bavière se sentait proche de la France qui pouvait l'aider à résister aux appétits autrichiens au sud et prussiens au nord. Quant au Bade et au Wurtemberg, la proximité des canons de Strasbourg, comme on disait alors, les plaçait dans le même camp. La Saxe continua comme par le passé à chercher à Paris des soutiens pour s'agrandir et résister à ses voisins. En général, les autres États allemands, peu étendus et peu puissants, tentaient eux aussi d'échapper à la domination prussienne ou autrichienne par des alliances avec des puissances non germaniques, comme la France ou la Russie. La France elle-même n'hésitait jamais à avoir de bonnes relations avec les Ottomans, se considérait comme directement impliquée dans les affaires polonaises. Les ambitions des différentes puissances de l'Europe constituaient un écheveau compliqué qui explique la difficulté de constituer contre la France de larges coalitions jusqu'en 1813, c'est-à-dire pendant 13 ans. Il se peut, écrivait le grand philosophe Raymond Aron, que les alliés occasionnels soient en profondeur des ennemis permanents. C'est bien ainsi que l'on peut envisager les relations entre les États européens au début du XIXe siècle. Longtemps, la politique napoléonienne profita aux intérêts d'autres acteurs que la France. Ce n'est qu'à la fin de la période que l'on vit se constituer une alliance générale contre Napoléon. Et ce fut le grand succès de la diplomatie britannique que d'arriver à réunir toute l'Europe en jouant sur les rancœurs, l'économie et les finances, bien plus que sur le principe d'une libération du continent. Le système napoléonien était devenu trop incompatible avec les profits de chacun. Le Congrès de Vienne remit, si l'on ose dire, les choses en ordre, tout en révélant que les rivalités antérieures aux guerres napoléoniennes avaient gardé une réelle vigueur.
L'ensemble de ces relations entre États était en outre dominé par le choc entre deux conceptions antagonistes de l'organisation de l'Europe, l'équilibre ou le système. L'Angleterre incarnait la défense du premier, l'équilibre, tandis que la France napoléonienne cherchait par la création d'un système à organiser le continent autour d'elle. L'équilibre des puissances ou des forces, balance of power, avait été globalement respecté depuis la fin de la guerre de 7 ans en 1763. Aucun État ne dominait à lui seul le concert européen. A priori, ce principe paraissait être la garantie de la paix en Europe. Il en allait autrement sur le plan économique et militairement dans les colonies ou sur des théâtres extra-européens. Affrontements franco-anglais pendant la guerre d'indépendance américaine, guerre austro-russo-turque ou friction anglo-espagnole au début de la Révolution au sujet des comptoirs américains. La situation ressemblait un peu à ce que sera la guerre froide des années 1950 à 1990. On ne s'affrontait pas directement, mais sur des terrains secondaires. Même si les conflits régionaux n'avaient pas manqué, il n'y avait pas eu de guerre générale depuis 1763. Championne et arbitre de l'équilibre, la Grande-Bretagne n'en était pas pour autant une puissance désintéressée. Pour elle, l'équilibre se raisonnait en termes d'intérêt et non de morale. Autant protégée qu'isolée par les mers, elle s'était tournée vers le large, y conquérait comptoirs, ports et territoires. Son objectif était depuis longtemps de contrôler les verrous des grandes voies maritimes, comme la Manche, Gibraltar, le Cap, Heligoland ou Malte. C'est pourquoi elle se donna les moyens d'en chasser les Français. Dépourvue d'armée terrestre, elle devait faire confiance à ses diplomates et à ses banquiers pour lutter par État interposé contre tout concurrent susceptible de verrouiller ses marchés. Les élites anglaises ne masquaient d'ailleurs pas cette volonté, tant il est vrai que pour elles, politique et économie étaient indissociablement liées. Les autres grandes puissances européennes étaient toutes candidates, sinon à la domination du continent, au moins à l'augmentation de leurs forces par des annexions ou des avancées géoéconomiques. L'Autriche, la Russie, la Prusse et l'Empire ottoman avaient des visées stratégiques incompatibles entre elles et avec celles de leurs autres voisins. L'Autriche et la Prusse s'observaient sans bienveillance autour de la dépouille du Saint-Empire romain germanique dans l'actuelle Allemagne, alors très divisée. La Russie, quant à elle, voulait se voir reconnaître la qualité de puissance européenne. Vers le nord et l'ouest, elle revendiquait la Finlande, les actuels pays baltes et la Pologne. Au sud, elle avait pris le contrôle des côtes de la mer Noire en 1774 et de la Crimée en 1783. Mais la mer chaude qui l'intéressait le plus était bien sûr la Méditerranée. Les Russes avaient toujours cherché à s'y implanter par des accords et une présence militaire à Naples ou dans les îles Ioniennes, ou par un improbable protectorat du tsar orthodoxe sur l'ordre de Malte catholique. On le voit, à titre d'exemple général, avec de tels projets, l'empire des tsars dérangeait les autres puissances, la France en Allemagne, la France et l'Angleterre en Méditerranée, l'Angleterre aux Indes, la Suède du côté de la Finlande, l'Autriche et la Prusse en Pologne ou dans les Balkans, et bien sûr un peu partout, l'Empire ottoman. Ce panel d'ambitions contradictoires et de rivalités entre tous les États montre que l'Europe n'avait pas besoin de la Révolution française ou de Napoléon pour être une poudrière. Vous venez d'écouter un podcast de Napoléonica, la marque scientifique de la Fondation Napoléon, enregistré à l'ACAV Studio à Versailles. Réalisation Victor, musique Ludwig van Beethoven et Alexandre Korchia. Retrouvez des compléments historiques et tout ce que vous voudriez savoir sur l'histoire des deux empires sur le site www.napoleon.org de la Fondation Napoléon.